Alors que le soleil déclinait, projetant de longues ombres sur l'artère principale de Willow Creek, Lilia Pérez, 8 ans, serrait fermement son petit sac de provisions. Le bruit paisible de ses pas, accompagné par Tyson, son fidèle berger allemand, fut soudain interrompu par un grondement lointain de moto qui brisa le calme. En quelques secondes, 5 motards surgirent au tournant, leurs moteurs grondant de façon menaçante. Le chef du groupe, reconnaissable à une profonde cicatrice sur son visage buriné, aperçut Lilia et lui adressa un sourire inquiétant. Une vague de peur la figea sur place. « Regardez ce qu'on a là !» se moqua-t-il, faisant signe à son gang d'encercler la fillette et son chien. Les Black Reapers étaient un fléau à Willow Creek depuis quelque temps, mais jamais ils ne s'étaient encore attaqués à un enfant. Ce qu'ils ignoraient, c'est que lorsque Tyson se baissa et montra les dents, ce n'était pas uniquement par instinct de protection, mais aussi grâce à l'entraînement poussé reçu en tant que chien de police. Lorsqu'un des motards fit un geste vers Lilia, le regard de Tyson s'affûta, tout son corps prêt à réagir face au danger. Les événements qui allaient le suivre allaient te marquer Willow Creek à jamais. Cliquez sur j'aime et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ainsi que la ville d'où vous nous suivez. Maintenant, revenons à notre histoire. Lilia Pérez, à seulement 8 ans, n'était pas une enfant comme les autres à Willow Creek. Diagnostiquée avec un léger trouble du spectre autistique, Lilia percevait le monde à sa manière, souvent submergée par des sons et des sensations que les autres ne remarquaient même pas, mais capable de remarquer des détails que beaucoup ignoraient. Ses cheveux blond miel étaient souvent tressés en 2 nattes dépareillées, une tâche dont elle s'occupait fièrement elle-même, encadrant ses yeux bleus pleins de réflexion, concentrée intensément sur ce qui l'intéressait. Lilia parlait moins que les enfants de son âge, mais chaque mot qu'elle prononçait était mûrement réfléchi. Malgré ses difficultés sociales, elle avait une capacité exceptionnelle à nouer des liens profonds et sincères. Non pas avec tout le monde, mais avec les rares personnes en qui elle avait vraiment confiance. Parmi ces liens, aucun n'était aussi fort que celui qu'elle partageait avec Tyson, le berger allemand qui était non seulement son compagnon fidèle, mais aussi son gardien et son ami le plus cher. Tyson venait d'un centre d'élite de formation pour chiens policiers, où il s'était distingué comme l'un des meilleurs chiens que le service ait jamais connu. Son corps, robuste, de 38 kilos, recouvert de son pelage noir et fauve caractéristique, l'avait associé à l'agent Manuel Reyes sous la direction d'un des dresseurs les plus expérimentés. Ensemble, Tyson et Reyes formaient une équipe redoutable dans la détection de drogue et l'arrestation de suspects. Mais leur histoire prit un tournant tragique il y a 3 ans, lors d'un raid dans un entrepôt. Alors que des coups de feu éclataient, l'agent Reyes avait héroïquement protégé son jeune coéquipier en le poussant hors de la ligne de tir, sacrifiant sa propre vie. Bien que blessé gravement à l'épaule, Tyson était resté aux côtés de son maître, protégeant son corps jusqu'à l'arrivée des renforts. Même si ses blessures physiques finirent par guérir, les traumatismes psychologiques le rendirent instable pour continuer son travail de police. Menacé d'euthanasie malgré son parcours exemplaire, le destin de Tyson changea lorsqu'il rencontra une petite fille qui comprenait profondément sa souffrance. Willow Creek avait autrefois l'allure d'une ville américaine idyllique où les portes restaient ouvertes et les enfants jouaient dehors jusqu'à ce que les lampadaires s'allument. Nichée entre des collines verdoyantes et traversée par un ruisseau paisible, la ville comptait de charmantes boutiques, un palais de justice historique surmonté d'une horloge blanche étincelante et des quartiers pleins de maisons bien entretenues et de jardins spacieux. Mais ces dernières années, le déclin économique avait touché la ville, avec la réduction d'activité de la scierie et de l'usine locale, entraînant des pertes d'emplois. L'épidémie d'opioïdes, qui avait frappé de nombreuses régions rurales du pays, n'avait pas épargné Willow Creek, provoquant une hausse des cambriolages et des problèmes de drogue.
Comme si cela ne suffisait pas, les Black Reapers, un gang de motards, s'étaient installés aux abords de la ville. Ils étendaient lentement leur emprise à travers l'intimidation, le trafic de drogue et des opérations de racket ciblant les commerces locaux déjà en difficulté. Malgré les efforts d'une police locale débordée, le sentiment de sécurité autrefois si fort à Willow Creek s'était effrité, poussant les habitants à la méfiance dans des rues qui autrefois faisaient partie de leur quotidien en toute sérénité. L'agent Javier Pérez retira sa casquette de police et passa une main dans ses cheveux poivre et sel en s'asseyant à son bureau au commissariat de Willow Creek. La pile croissante de dossiers devant lui, chacun racontant l'histoire d'une vie jeune au bord du gouffre, semblait s'agrandir malgré tous ses efforts. Son programme d'engagement communautaire, conçu pour éloigner les adolescents vulnérables de l'influence des Black Reapers, progressait, mais pour chaque jeune qu'il réussissait à sauver, le gang semblait en recruter 2 de plus. Ce projet était né de l'expérience personnelle de Javier, qui avait vu trop de jeunes prometteurs sombrer dans l'addiction, cherchant dans la drogue un soulagement temporaire à une vie marquée par la pauvreté et le désespoir. Ce matin-là, il avait rencontré Michael Reynolds, un vétéran décoré de l'armée, revenu d'Afghanistan avec une Purple Heart, un syndrome de stress post-traumatique sévère et peu de soutien. Michael avait glissé vers une dépendance aux antidouleurs, qui s'était transformée en addiction à l'héroïne, sa rigueur militaire, autrefois exemplaire, balayée par l'emprise de la drogue. Javier l'avait trouvé vivant dans son camion, derrière l'ancienne filature abandonnée, et l'avait convaincu de rejoindre le programme de réinsertion du commissariat, au lieu de le poursuivre pour possession de drogue. « Tu as servi ton pays », lui avait dit Javier. « C'est maintenant à ton pays de te servir. » Cette approche, centrée sur la personne plutôt que sur le crime, guidait la manière dont Javier concevait son travail de policier, même si cela entrait parfois en conflit avec des collègues partisans de méthodes plus strictes. Une vibration sur son téléphone coupa le fil de ses pensées. C'était un message de sa femme, Sarah. « N'oublie pas le rendez-vous de Lilia à 16 heures. » Un sourire traversa son visage à la pensée de sa fille. Malgré ses difficultés importantes, l'esprit de Lilia restait indomptable. Son sourire s'effaça légèrement en repensant à leur récente dispute à propos de Tyson. Sarah avait d'abord été opposée à l'idée d'adopter ce chien au passé troublé, inquiète du danger que pourrait représenter un animal ayant montré des signes d'agressivité, surtout auprès d'un enfant aux besoins particuliers. « On ne peut pas prendre ce risque avec Lilia », avait-elle insisté. Mais Javier avait vu une étincelle, une reconnaissance mutuelle dans les yeux du chien quand Lilia s'était tenue devant sa cage, une reconnaissance peut-être de blessures communes. Le moment où Lilia avait rencontré Tyson pour la première fois restait gravé dans l'esprit de Javier. Ce jour-là, il avait emmené Lilia au centre canin uniquement parce que leur babysitter habituel s'était désisté. Il n'avait pas prévu qu'elle entre en contact avec les chiens. Occupé avec des papiers, il n'avait pas remarqué que Lilia s'était éloignée et avait longé seule la rangée des chenils. Elle s'était arrêtée devant celui de Tyson, ce chien connu pour son agressivité même envers les dresseurs expérimentés. Mais Tyson s'était approché calmement de la porte, s'était assis et avait fixé son regard sur elle. Un silence immédiat s'était installé, une compréhension silencieuse, alors qu'il la regardait, sans y voir la peur ou la méfiance habituelle des adultes. Lilia a pointé Tyson du doigt et a dit « Il est triste parce qu'il a perdu son ami. Il croit que c'est de sa faute. » déclara-t-elle simplement, surprenant tout le monde par sa franchise. Le personnel du centre échangea des regards inquiets. Personne n'avait parlé à Lilia de l'agent Reyes. Quand Javier lui demanda comment elle le savait, elle haussa les épaules. C'est dans ses yeux. Il a besoin de nous. Ce qui s'est produit ensuite était vraiment remarquable. Tyson, auparavant jugé trop imprévisible pour rester en service ou être adopté, commença à changer à son contact. Dès que la famille Pérez commença à lui rendre visite régulièrement, sa guérison s'accéléra. Les dresseurs étaient stupéfaits.
Tyson, autrefois agressif et incontrôlable avec les professionnels, était devenu d'un calme impressionnant en présence de la douce fillette. 3 mois plus tard, après une reformation complète et plusieurs évaluations, Tyson mit fin à son service au sein de la police et emménagea chez les Perez, où son lien avec la jeune fille devint de plus en plus profond. Sarah restait méfiante, jusqu'à ce qu'un soir, lors d'une crise sensorielle intense, Lilia se verrouille dans son placard, inaccessible à ses parents. Tyson, avec une compréhension instinctive, s'assit calmement devant la porte et attendit jusqu'à ce que Lilia en sorte, agrippant sa fourrure, sa respiration s'alignant peu à peu sur la sienne. Après avoir été témoin de cela, Sarah accepta pleinement Tyson comme membre de leur famille. Aujourd'hui, presque 2 ans plus tard, Tyson ne quittait jamais Lilia. Il l'accompagnait à l'école pour l'aider à gérer ses besoins et restait sagement assis pendant ses séances de thérapie. Ce chien autrefois redouté était devenu pour Lilia une présence rassurante dans les moments de stress, un bouclier contre un monde souvent trop bruyant, trop vif et trop agité. Ce matin-là, une petite crise se profilait lorsque Sarah se rendit compte qu'il n'y avait plus de son petit déjeuner préféré, l'un des rares aliments que Lilia mangeait avec constance. Un changement aussi minime pouvait bouleverser toute sa journée, tant elle avait besoin de routines précises. L'épicerie du quartier se trouvait à seulement quelques rues de là, dans un voisinage généralement calme, et avec Tyson à ses côtés, Javier se sentit assez confiant pour laisser Lilia s'y rendre seule. « Tu es sûr de toi ?» demanda Sarah, les sourcils froncés d'inquiétude. « Elle n'a que 8 ans. » Javier répondit « C'est important qu'elle apprenne à être un peu indépendante. On ne peut pas la protéger de tout. On voit le magasin d'ici, et Tyson sera avec elle du début à la fin. » Après discussion, ils trouvèrent un compromis. Javier donna à Lilia un sifflet de sécurité qu'il avait récemment acheté, conscient de l'évolution de la sécurité dans leur ville, et lui rappela de rentrer directement. Depuis le perron, il observa Lilia et le berger allemand descendre Maple Street, sa main posée doucement sur le dos de Tyson, tandis que la lumière du matin faisait ressortir les reflets dorés dans ses cheveux châtain clair. Javier était assis à son bureau, fixant l'écran de son ordinateur sans vraiment le voir, un malaise grandissant lui rongeant l'estomac. En jetant un œil à sa montre, il réalisa que Lilia avait maintenant 15 minutes de retard. Il tenta de se rassurer. Si quelque chose n'allait pas, Sarah l'aurait déjà appelé. Ses craintes n'étaient sûrement que le reflet de ses réflexes de policier. Pourtant, il ne parvenait pas à calmer l'angoisse qui lui serrait la poitrine. Décidant de vérifier lui-même le chemin de Lilia, il envisagea de prendre sa pause déjeuner plus tôt. C'est alors que son téléphone sonna, le faisant sursauter. Le nom de Sarah s'afficha à l'écran. « Javier !» dit-elle, la voix tendue, tentant de rester calme, mais laissant transparaître sa panique. Lilia n'est toujours pas rentrée. Pendant ce temps, Ryan Morris était adossé nonchalamment à sa Harley-Davidson personnalisée, le cuir de sa veste émettant un léger craquement. À 43 ans, il dégageait une aura dangereuse, forgée par des années passées des 2 côtés de la loi. Une cicatrice marquée qui courait de sa tempe droite jusqu'à sa mâchoire témoignait d'une bagarre violente en prison et faisait de lui une figure reconnaissable à Willow Creek. En tant que chef des Black Reapers, il régnait par la peur et la force. Ancien policier respecté, la chute de Ryan dans le monde criminel avait commencé après un scandale de corruption qui l'avait détrôné, nourrissant une haine profonde contre le système, et surtout contre Javier Pérez, son ancien partenaire, qui avait témoigné contre lui. « On a une livraison ce soir », déclara Ryan en tapotant la cendre de sa cigarette sur l'asphalte usé. Le fournisseur est nerveux, depuis la descente de la semaine dernière à Millfield. On ne peut pas se permettre la moindre erreur. Son regard se tourna ensuite vers Brian Taylor, le fils de 25 ans du maire de Willow Creek. L'implication de Brian avec les Reapers était à peine dissimulée, l'influence politique de son père protégeant le gang de toute conséquence. « Brian, ton père a toujours ce dîner avec le commissaire du comté ce soir, non ?» demanda Ryan. Brian acquiesça,
ses cheveux impeccables et ses lunettes de soleil de marque tranchant, avec sa veste de motard ornée de l'emblème sinistre du gang. Ouais, ils sont au country club jusqu'à 22 heures. Il bosse pour sa campagne. Ryan esquissa un sourire mince. Parfait. Ça détournera l'attention pendant qu'on fait notre affaire. Il se tourna vers Michael Reynolds, la dernière recrue du gang et la plus hésitante. Ryan le jaugea. Ancien ranger de l'armée, Michael apportait des compétences précieuses en sécurité et en combat. Mais son malaise face aux aspects les plus violents du groupe devenait problématique. « Mike, tu seras notre guetteur au pont Nord ce soir. Je veux que tu sois à fond, » ordonna Ryan d'un ton sec. « Compris » répondit Michael, sa voix ne trahissant rien du tumulte intérieur qui le rongeait depuis que Javier Pérez lui avait proposé de l'aide plus tôt dans la journée. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il attrapait ses cigarettes, signe à la fois de son stress post-traumatique et des débuts d'un sevrage. Michael avait rejoint les Reapers à contre-cœur il y a 6 mois, lorsque les lenteurs administratives concernant ses aides aux anciens combattants et la fin de son traitement contre la douleur l'avaient laissé sans solution face à ses douleurs persistantes à la jambe. Le gang lui avait offert un moyen de gérer sa souffrance, mais aussi un ersatz de la camaraderie militaire qu'il avait perdue en rentrant chez lui, seul. Pourtant, le poids moral de ses actes commençait sérieusement à surpasser les maigres bénéfices de cette vie. Dave. Les mots de Ryan restèrent en suspens, alors que quelque chose attira son attention derrière l'épaule de Dave. Le regard du groupe suivit celui de Ryan jusqu'à une petite silhouette sur le trottoir d'en face, accompagnée d'un grand berger allemand. L'expression de Ryan se durcit en reconnaissant l'enfant. « Eh bien, regardez-moi ça, ce ne serait pas la gamine de Pérez ?» Les hommes observèrent Lilia Pérez avancer tranquillement le long du trottoir, ses petits doigts serrant un sac du Willow Creek Market. Elle marchait prudemment, visiblement concentrée à ne pas marcher sur les fissures du sol. À ses côtés, le berger allemand restait en alerte, surveillant régulièrement les environs. « On dirait qu'elle est toute seule, juste le chien avec elle », commenta Dave d'un ton chargé d'une menace à peine voilée. Pérez devient négligent. Un regard déterminé s'imprima sur le visage de Ryan, alors qu'un plan prenait forme dans son esprit. Une opportunité trop belle pour la laisser passer. Les gars, on dirait bien qu'on vient de trouver notre levier pour ce soir. Il se redressa, les yeux fixés sur la petite fille de l'autre côté de la rue. Si Pérez se mêle encore de nos affaires, garder sa précieuse fille sous la main quelques heures pourrait bien lui faire revoir ses priorités. Brian bougea, visiblement mal à l'aise. « Enlever une gamine ? C'est un peu fort, Ryan. L'influence de mon père a ses limites. » « Personne n'a parlé d'enlèvement, » répliqua sèchement Ryan, bien que son visage trahisse ses véritables intentions. « On va juste avoir une petite conversation polie avec la fille de Pérez. On fera en sorte qu'elle soit à l'aise pendant qu'on règle nos affaires ce soir. Demain matin, elle sera rentrée chez elle, et Pérez aura eu le temps de réfléchir. » Il jeta un coup d'œil à Michael, qui avait blêmi. « Un problème, soldat ?» Michael lutta pour soutenir son regard. « Non !» répondit-il, son esprit envahi par des images d'enfants afghans qu'il avait autrefois protégés. « Tout va bien, je suis prêt. » Ryan sauta sur sa moto. « Suivez-moi !» On l'intercepte au prochain coin de rue. Brian prend la petite rue derrière pour couper toute fuite. « Dave, c'est toi qui t'occupes de la gamine. Si le chien pose problème... » Les moteurs rugirent, étouffant les derniers doutes. Lilia sentit le sol vibrer légèrement sous le grondement lointain des moteurs, avant même que le bruit ne lui parvienne aux oreilles. Elle s'immobilisa, ses doigts se refermant encore plus fort dans l'épaisse fourrure de Tyson, alors qu'une vague de malaise l'envahissait. Les motos étaient pour elle synonymes de bruit imprévisible et envahissant, des éléments qu'elle supportait difficilement pendant ses promenades paisibles. Tyson, percevant immédiatement le changement d'humeur, se pressa davantage contre elle.
un geste qui l'aidait souvent à retrouver un semblant de stabilité dans ces moments trop intenses. La vigilance de Tyson se transforma brusquement. Sa posture devint plus tendue, ses oreilles pointées en direction du grondement des moteurs, son corps contracté comme s'il se souvenait de son entraînement défensif rigoureux. Soudain, les motos les encerclèrent, formant une configuration précise qui bloquait toute issue. 2 arrivèrent de face, 2 autres de l'arrière, tandis que Ryan s'arrêta droit devant. En quelques secondes, Lilia se retrouva cernée par un cercle d'hommes en cuir et de moteurs rugissants, son cœur battant à tout rompre. Tenant son sac de provisions contre elle, elle remarqua les insignes en forme de crâne sur leur veste, les mêmes que son père lui avait appris à éviter à tout prix. « Bonjour, mademoiselle Pérez », lança Ryan d'un ton détaché, coupant le moteur de sa moto avant d'en descendre d'un geste fluide. « En train de faire les courses toute seule, hein ? Pas très prudent, si tu veux mon avis. » Instantanément, Tyson se repositionna entre Lilia et Ryan, adoptant une posture défensive, émettant un grondement sourd et menaçant. Ce n'était pas un simple grognement. C'était une démonstration de l'agressivité contrôlée d'un chien entraîné aux missions de sécurité. Son corps était tendu, prêt à faire face au danger. Ryan hésita, remarquant immédiatement l'attitude du chien. « Calme ton chien, d'accord ?» dit-il, son ton perdant son faux air amical. « On veut juste discuter. » Lilia resta immobile, engloutie par l'intensité soudaine de la scène. Le monde semblait vaciller autour d'elle, submergé par le bruit, les voix inconnues et les odeurs d'essence et de cuir. Malgré la surcharge sensorielle, une pensée claire et urgente perça. Ces hommes représentaient un danger. Les protocoles de sécurité que son père lui avait enseignés ressurgirent aussitôt dans son esprit. « Tyson, garde !» souffla-t-elle d'une voix faible mais ferme, un ordre qu'elle avait retenu en observant son père entraîner le chien dans leur jardin. La réponse fut immédiate et spectaculaire. Tyson se raidit complètement, chaque muscle prêt à agir, tel un ressort tendu. Les Black Reapers s'étaient peut-être attendus à un animal impressionnant, mais ce qu'ils avaient en face d'eux était bien plus. Un agent canin hautement entraîné, revenu à ses réflexes de combat. Quand Dave fit un pas de plus, le grondement de Tyson s'intensifia. Un avertissement précis et dangereux qui coupa net son mouvement. Ryan plissa les yeux, une prise de conscience lente s'installant sur son visage. « Ce chien n'est pas ordinaire », murmura-t-il en glissant lentement la main vers sa ceinture, là où était dissimulée une arme. « C'est un cas 9 de la police. » 3 ans plus tôt, l'agent Manuel Reyes se tenait dans la cour d'entraînement poussiéreuse de l'Académie K9 du Midwest, une tablette à la main, observant attentivement le nouveau berger allemand qui allait bientôt devenir son partenaire. « Celui-là est spécial », avait commenté le maître dresseur, les yeux fixés sur Tyson, qui exécutait des ordres complexes avec une fluidité remarquable. « Je n'ai pas vu un tel talent naturel depuis 15 ans. » Ce matin-là, sous le soleil qui faisait briller le pelage lustré de Tyson, le chien faisait preuve d'une concentration et d'une discipline exceptionnelles. Malgré les distractions et les tirs simulés du parcours, Tyson n'hésita pas, ne recula pas. Au contraire, il fonça droit sur l'agresseur protégé et le maîtrisa avec précision et assurance. « Son instinct est hors norme », nota le dresseur, observant Tyson avec un œil approbateur. Et pourtant, il a un tempérament remarquable. La plupart des chiens très dynamiques ont du mal à moduler leur intensité, mais celui-ci peut passer de l'agression totale à un calme absolu en un instant. Pour le prouver, le dresseur fit signe à Tyson de relâcher son emprise. Le chien obéit immédiatement, desserrant ses mâchoires avant de se retirer et de s'asseoir au garde-à-vous. Lorsqu'un mannequin de la taille d'un enfant fut introduit dans l'exercice, Tyson se transforma instantanément. Sa posture se relâcha, son regard s'adoucit, et il se plaça de façon protectrice à côté du mannequin, démontrant ainsi sa capacité à discerner les situations et à s'adapter au lieu de considérer chaque élément comme une menace. L'agent Reyes et Tyson se firent rapidement un nom dans les cercles policiers de la région.
Durant leur première année, ils effectuèrent 12 arrestations réussies et participèrent à 15 opérations majeures contre le trafic de drogue. Le flair de Tyson lui permettait de détecter des stupéfiants habilement dissimulés, ses compétences de pistage le guidaient à travers des terrains difficiles et sa précision tactique lui permettait de neutraliser des suspects armés avec efficacité. Leur partenariat devint indispensable lors des missions à haut risque, au point que certains collègues disaient « c'est comme s'ils partageaient le même cerveau », après les avoir vus sécuriser un bâtiment sans échanger un mot. Mais l'opération dans l'entrepôt, censée être simple, tourna rapidement au chaos. Les services de renseignement avaient signalé un important stock de fentanyl prévu pour distribution. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, en revanche, c'était la présence de mercenaires ex-militaires lourdement armés, prêts à tirer sans sommation. Lorsque l'unité tactique entra par l'accès principal, elle tomba dans une embuscade méticuleusement préparée. L'agent Chris Jensen, tout juste diplômé de l'académie, resta figé sous les tirs croisés, les balles sifflant dangereusement autour de lui. Dans un geste décisif, l'agent Reyes intervint, poussant Jensen hors de la ligne de tir et prenant sa place. Au même instant, Tyson bondit sur l'assaillant le plus proche et le neutralisa, même pendant que Reyes était atteint par les tirs. Après son attaque, Tyson revint se coucher sur le corps blessé de son maître, le protégeant farouchement, grognant contre quiconque tentait d'approcher, y compris les secouristes. Il fallut l'arrivée du commandant de l'unité K9 pour que Tyson accepte de s'écarter. Mais il était déjà trop tard pour Reyes. Après ce raid, Tyson ne fut plus jamais le même. Le chien, autrefois obéissant et enthousiaste, développa un comportement imprévisible. Lors d'une évaluation de routine, il réussit le parcours d'obstacles sans faute. Puis, sans avertissement, devint agressif envers un assistant qui avait bougé brusquement. 3 dresseurs successifs tentèrent de créer un lien avec lui, mais Tyson refusait tout attachement. Le point de rupture arriva lorsqu'il perçut une menace dans un outil porté par un agent d'entretien qui ressemblait à une arme. Même si personne ne fut sérieusement blessé, le risque de réaction dangereuse rendit sa présence au sein de la police intenable. Des démarches en vue de son euthanasie furent engagées, jusqu'à ce que Javier Pérez, informé par un collègue du sort de Tyson, intervienne pour le sauver. Lorsque Tyson sortit de sa rêverie, il se reconnecta instantanément au danger immédiat qui entourait Lilia. Les hommes l'encerclant affichaient une tension familière, celle que Tyson avait appris à identifier chez les individus armés. Même si ses jours de service actif étaient derrière lui, ses instincts et son entraînement étaient toujours bien présents. Le chef du groupe, reconnaissable à une cicatrice marquée, bougeait subtilement la main vers sa ceinture, un geste que Tyson savait être le prélude au dégainement d'une arme. « Dave, attrape la gamine !» ordonna Ryan, sa propre main glissant prudemment vers son arme dissimulée. « Les autres, occupez-vous du chien !» Alors que Dave avançait vers Lilia, Tyson réagit avec une précision qui trahissait son entraînement de haut niveau dans l'unité K9. Ses mâchoires se refermèrent fermement sur l'avant-bras de Dave, exerçant juste la pression nécessaire pour immobiliser sans blesser durablement une capacité perfectionnée au fil d'innombrables séances d'entraînement. « Enlevez-moi ce monstre !» hurla Dave, son autre main frappant en vain le corps robuste de Tyson. Pendant ce temps, Brian Taylor restait figé, sidéré par la brutalité de la scène. Fils du maire, Brian avait rejoint les Black Reapers à la recherche de sensations fortes, fuyant l'ombre oppressante de son père et attiré par la promesse d'un pouvoir hors du cadre strict de la politique. Mais ses rêves romantiques de fraternité de gang n'avaient jamais inclus l'idée d'attaquer une enfant ou de se retrouver face à un chien policier expérimenté. Tandis que le regard de Tyson le fixait au-dessus du corps maîtrisé de Dave, une vague de honte submergea Brian. Il imagina son père, non pas avec sa désapprobation habituelle, mais avec un visage brisé par la douleur, découvrant le rôle de son fils dans cette menace contre une fillette.
« Ce n'est pas pour ça que je suis venu », murmura-t-il, reculant vers sa moto. « Là, on dépasse les limites. »« Ryan, ta gueule et aide Dave !» cria Ryan, furieux de voir ses plans s'effondrer alors que Tyson contrôlait parfaitement la situation. Ryan avait eu affaire à des chiens policiers lorsqu'il portait encore l'uniforme, mais voir Tyson agir avec autant de maîtrise réveilla en lui un souvenir brutal. Ces chiens n'étaient pas de simples animaux de compagnie agissant par instinct. Ils étaient des outils formés pour l'action, capables d'exécuter leurs ordres avec une efficacité redoutable. Michael Reynolds observait la scène déchirée. L'ex-ranger de l'armée avait rejoint les Black Reapers dans un moment de désespoir, lorsque tout soutien institutionnel lui avait échappé. Mais il y avait des lignes morales qu'il ne pouvait franchir. Son service en Afghanistan avait enraciné en lui une conviction profonde, protéger les innocents, surtout les enfants. La scène devant lui, ses nouveaux compagnons menaçant une jeune fille, raviva des souvenirs puissants des orphelins afghans que son unité avait autrefois défendus et du serment silencieux qu'il s'était fait de toujours défendre les sans défense. « On doit reculer », déclara Michael, son instinct de soldat refaisant surface alors qu'il s'avançait. « C'est mal, ce n'est qu'une gamine. » Ryan se retourna brusquement, le visage déformé par la colère. « Tu deviens sentimental, soldat? Souviens-toi de qui t'a tendu la main quand personne ne voulait de toi. Suivre ses principes, ce n'est pas de la faiblesse, » répliqua Michael, sa voix portant ce ton d'autorité qui avait autrefois imposé le respect sur le champ de bataille. « Il ne s'agit pas de drogue ni de territoire. C'est une enfant, Ryan. » Derrière Tyson, Lilia tremblait, son esprit jeune, bouleversé mais étrangement lucide. Au milieu du chaos, elle se rappela le protocole safe que son père lui avait appris. Les mains tremblantes, elle attrapa le sifflet autour de son cou et souffla 3 coups secs, le signal d'urgence que son père lui avait enseigné pour les situations dangereuses. Le bruit strident surprit les motards, poussant Dave à se débattre contre la poigne implacable de Tyson. La colère de Ryan explosa. Il sortit son arme et la pointa vers Tyson. « Lâche-le ou le chien y passe !» aboya-t-il en direction du fidèle berger. Tyson resta imperturbable, son entraînement prenant le dessus pour maintenir sa prise malgré la menace. Il incarnait à cet instant les longues heures que l'agent Reyes avait consacrées à le préparer à ce genre de situation extrême. Son regard restait fixé sur Ryan, évaluant le danger grandissant tout en sécurisant sa cible. « J'ai dit lâche-le !» hurla Ryan, son doigt s'approchant de la détente. Michael réagit instinctivement, guidé par ses années de discipline militaire. Il se plaça entre l'arme et Tyson. « Pose cette arme, Ryan. Si tu tires sur ce chien sous les yeux de la fille Pérez, il n'y aura pas de retour possible. Le département entier nous pourchassera. » Sa voix était calme, mais son ton trahissait la gravité de la situation. Un silence pesant s'installa, tandis que Ryan, après quelques secondes tendues, abaissa lentement son arme. Sa résolution semblait faiblir, mais ses intentions restaient intactes. « Très bien, on va faire autrement. » Il désigna Lilia d'un geste méprisant. « Les papiers, et rappelle ton chien, sinon ton pote Dave va morfler. » À cet instant, l'esprit de Lilia bouillonnait face au poids de sa décision. Son père lui avait souvent parlé du passé de Tyson comme chien de police, entraîné pour protéger et servir. Mais voir ce côté-là de Tyson, cette force calculée et puissante, était une découverte pour elle. Elle prenait conscience de sa double nature, compagnon doux et protecteur discipliné. Rassemblant son courage, Lilia inspira profondément. « Tyson », murmura-t-elle, sa voix à peine audible dans l'air tendu. « Lâche !» Tyson relâcha sa prise sur Dave, mais resta positionné devant Lilia, prêt à intervenir. Son regard passait de Dave, qui reculait en grimaçant, à Ryan, dont la main restait sur son arme.
L'entraînement de Tyson reprit le dessus, son attention fixée sur Ryan, la menace principale. Dave tituba jusqu'à sa moto, tenant son bras, d'où s'échappait du sang sombre entre ses doigts. « Cette saleté m'a cassé le bras !» s'écria-t-il, le visage blême, à la fois sous le choc et à cause de la douleur. « Il me faut un hôpital !»« Personne ne bouge tant qu'on n'a pas réglé ça », répondit Ryan d'un ton glacial, mais laissant transparaître une once d'hésitation. Leur plan avait dérapé bien au-delà d'une simple intimidation. Il frôlait désormais des conséquences juridiques graves. Ryan savait que si Perez découvrait son implication dans les menaces envers Lilia, son autorité fragile à Willow Creek s'effondrerait. De plus, les souvenirs de son passé de policier lui rappelaient clairement les lourdes sanctions liées à la menace d'un mineur, aggravant encore sa situation déjà risquée. Alors que la confrontation se poursuivait, Brian s'éloigna peu à peu du tumulte, son éducation soignée refaisant surface au moment décisif. « C'est fini, Ryan !» déclara-t-il en montant sur sa moto. « J'en ai assez !» Sans attendre de réponse, il fit vrombir le moteur et s'éloigna, laissant derrière lui un nuage de poussière et les restes de ses rêves de rébellion. Une ombre de colère traversa le visage de Ryan en voyant Brian partir. « Tu vas le regretter, le bourgeois !» siffla-t-il entre ses dents, avant de recentrer son attention sur la situation urgente. Avec Dave blessé et la loyauté de Michael incertaine, l'équilibre du pouvoir changeait. Ce qui n'était au départ qu'une manœuvre d'intimidation virait à la catastrophe. Une pensée claire traversa l'esprit de Ryan. Il devait reprendre le contrôle, et vite. Soudain, Ryan tenta sa chance, cherchant à attraper Lilia pour s'en servir comme levier. « Viens ici, gamine !» cria-t-il. Mais Tyson réagit avec une rapidité surprenante, se plaçant entre Ryan et Lilia avec une détermination farouche. Ses crocs frôlèrent dangereusement la main tendue de Ryan, qui recula d'un bond, surpris. Pris de panique, Ryan leva à nouveau son arme, abandonnant toute stratégie. Au même moment, Michael bondit, poussé par ses réflexes militaires, en voyant une arme pointée sur une enfant. Il se jeta sur Ryan par le côté, les faisant tous deux tomber au sol alors que l'arme glissait sur l'asphalte. « Cours de l'autre côté !» cria-t-il à Lilia. « Prends ton chien et pars !» Lilia resta figée, incapable de comprendre le chaos qui l'entourait. Mais Tyson, parfaitement conscient de la situation, revint à ses côtés et se colla contre sa jambe. Cette pression qu'il avait été entraîné à appliquer servait à l'aider à sortir d'un état de surcharge sensorielle. Ce contact, plus que des mots, eut l'effet escompté. La main de Lilia trouva instinctivement la fourrure de Tyson, et cette sensation familière l'aida à reprendre pied. Elle commença à reculer lentement, tenant le collier de Tyson, qui la guida à l'écart tout en se plaçant comme un bouclier entre elle et la bagarre sur le trottoir. Ryan prit le dessus sur Michael, sa rage alimentant une poussée d'adrénaline qui surpassait les réflexes affaiblis du vétéran, usé par des mois d'abus. « T'es mort !» cracha-t-il, assénant un coup de poing qui fit cogner la tête de Michael contre le bitume. « Tu m'entends ? Mort !» Le son des sirènes déchira soudain l'air. Peut-être que le coup de sifflet de Lilia avait attiré l'attention, ou bien un passant avait alerté les autorités. Ryan s'arrêta, son instinct de survie stoppant net son attaque. Il frappa violemment Michael sur le flanc avant de se relever d'un bond. « Dave, on dégage !» cria-t-il en courant vers sa moto. Dave, tenant toujours son bras blessé, ne se fit pas prier. Ils enfourchèrent leur moto, les moteurs rugissant en prévision de leur fuite. Ryan lança un regard menaçant à Lilia et Tyson, laissant entendre que tout n'était pas terminé. « C'est pas fini, gamine. Dis à ton père que Ryan Morris lui passe le bonjour. » Sur ces mots, il s'éloigna à toute vitesse, Dave juste derrière lui. Michael était allongé sur le bitume, un filet de sang aux lèvres, regardant les motos disparaître. Il tourna la tête vers Lilia qui serrait Tyson contre elle, le corps secoué de tremblements. Malgré la douleur, il esquissa un faible sourire. « T'as un sacré partenaire », murmura-t-il en posant doucement une main sur ses côtes.
Ton père, c'est le flic qui m'a parlé aujourd'hui, non? À propos de me reprendre en main? Lilia hocha timidement la tête, incertaine, sans relâcher Tyson. Dis-lui. Michael fit une pause pour cracher du sang. Dis-lui que je suis prêt à accepter son offre maintenant. Le hurlement des sirènes se fit plus fort alors qu'une voiture de police dérapait dans un crissement de pneus et s'arrêtait brusquement à côté d'eux. L'agent Javier Pérez bondit hors du véhicule, le visage marqué par la panique, courant vers sa fille. « Lilia !» cria-t-il tombant à genoux devant elle. « Est-ce que ça va? Dis-moi ce qui s'est passé. » Avant que Lilia ne puisse répondre, Tyson se tourna vers Javier et aboya un coup sec, le signal qu'il avait appris pour indiquer qu'il avait interpellé quelqu'un. Malgré la gravité de la scène, un sourire se dessina sur le visage de Javier. Les vieilles habitudes ont la peau dure, on dirait. « Papa !» commença Lilia, sa voix faible mais distincte en désignant Michael. « Il nous a sauvés. Les hommes, ils ont essayé de m'enlever, mais Tyson est intervenu et lui, elle fit un signe de tête vers Michael, m'a dit de fuir. » Elle s'interrompit, le front plissé, cherchant ses mots au milieu des émotions. « Il est prêt à accepter ton offre. » Le regard de Javier passa de sa fille à l'homme à terre. Il reconnut aussitôt Michael Reynolds, l'ancien soldat qu'il avait rencontré plus tôt. Tout s'éclaira d'un coup. Les agresseurs visaient sa fille et l'homme qu'il avait tenté d'aider venait de lui rendre l'appareil. « Une ambulance est en route », dit Javier en tendant la main à Michael. « Il faut qu'on parle tous les deux. » L'agitation régnait au centre médical de Willow Creek, alors que l'agent Javier Pérez faisait les 100 pas dans la salle d'attente, sa radio de service crachotant par intermittence des nouvelles de la traque de Ryan Morris et de ses complices. Tout près, Sarah tenait Lilia dans ses bras, silencieuse, les yeux fixés sur les portes de la salle de soins où Michael Reynolds recevait des soins. Tyson, fidèle compagnon, était allongé au pied de Lilia, le regard fixé vers l'entrée de la pièce, son corps tendu, prêt à réagir. « Le maire veut un rapport toutes les 15 minutes, » murmura le chef Thomas Green en s'approchant de Javier près de la fenêtre. À 58 ans, le visage de Green portait les marques de 25 années dans la police, dont 10 à la tête de celle de Willow Creek. Son fils vient de se rendre au commissariat. Il a avoué sa participation avec le gang. Il était là lors de la tentative sur Lilia. Javier serra la rambarde de la fenêtre. « Brian Taylor était là? Est-ce qu'il a touché à ma fille? »« Non !» répondit Green en posant une main rassurante sur l'épaule de Javier. Il s'est retiré quand il a compris ce que Maurice comptait faire. Il coopère maintenant totalement, donnant les emplacements, les opérations, même des noms. Aux côtés du maire bouleversé, Javier inspira profondément, relâchant peu à peu la rage intense qui l'habitait depuis qu'il avait retrouvé Lilia bouleversée au coin de cette rue. « Où en est-on avec Maurice ?» On a mis en place des barrages à toutes les sorties du comté et la police de l'État est sur le coup. Maurice est acculé. Il sait qu'on a démantelé son réseau. Il est désespéré, répondit Green, baissant la voix. Javier, tu dois savoir autre chose. Maurice raconte à ses gars que tu l'as trahi pendant l'enquête sur la corruption il y a 3 ans. Il l'a pris très personnellement. Une clarté froide s'installa chez Javier, les implications devenant évidentes. Ce n'était pas un hasard, dit-il, glacé par la réalisation. Il a visé Lilia pour m'atteindre. Avant que Green ne puisse répondre, les portes des urgences s'ouvrirent brusquement. Un médecin s'approcha de Javier avec un air pressé. « Agent Pérez, Michael Reynolds demande à vous voir. Son état est stable, mais il insiste pour vous parler immédiatement. » Javier suivit rapidement le médecin à travers le labyrinthe de rideaux des salles d'examen jusqu'au lit de Michael, le visage couvert d'ecchymose, une perfusion au bras. Malgré son état, ses yeux étaient clairs, bien différents du regard embrumé qu'il avait plus tôt sous l'effet des antidouleurs. Michael grimaça en essayant de se redresser, chaque mouvement lui arrachant une douleur visible. Vous devez comprendre, les plans de Maurice vont bien au-delà de l'intimidation. Il prépare quelque chose de bien plus grand.
Le chargement prévu pour ce soir, c'est un leurre, dit Michael, malgré l'inconfort. Javier tira une chaise et s'assit près du lit, se penchant vers lui. De quoi tu parles? La vraie cible de Maurice, c'est le dépôt de scellés de la police. Il a un complice à l'intérieur qui va leur ouvrir pendant le changement d'équipe. Ils cherchent un objet bien précis de l'affaire Johansson l'an dernier. Quelque chose de très précieux, mais qui n'a pas été correctement enregistré, expliqua Michael, serrant soudain le poignet de Javier avec une force surprenante. Maurice se vante d'avoir tes codes d'accès, ajouta-t-il d'un ton grave. Un frisson glacial parcourut Javier alors qu'il réalisait les implications. L'affaire Johansson avait été son enquête sur un homme d'affaires local soupçonné de blanchir de l'argent pour les cartels via son entreprise d'importation de meubles. Parmi les objets saisis figuraient des tables anciennes dont les pieds avaient été creusés pour dissimuler des diamants bruts, un détail jamais révélé publiquement. « Quand est-ce que ça doit se passer ?» insista Javier avec urgence. « Ce soir à 21h, Maurice avance son plan. Il compte sur le fait que tout le service soit dispersé à sa recherche pour profiter du chaos, » répondit Michael, jetant un regard vers la porte puis baissant la voix. « Il y a autre chose. Maurice a dit qu'il prendrait quelque chose de précieux pour toi avant de quitter la ville. » Le cœur de Javier se serra en comprenant. Il parlait de Lilia, conclut-il en se levant brusquement. Je dois assurer la sécurité de ma famille. Il se précipita vers la salle d'attente, élaborant déjà un plan dans sa tête. Alors qu'il approchait de Sarah et Lilia, les lumières du couloir clignotèrent de manière inquiétante avant de s'éteindre complètement, les plongeant dans l'obscurité. Pendant ces quelques secondes de noir, Tyson bondit sur ses pattes, grognant de manière protectrice. Les générateurs de secours s'activèrent et les lumières de secours révélèrent une scène effrayante. Ryan Morris se tenait à l'entrée des urgences, un pistolet dans une main et ce qui semblait être un détonateur dans l'autre. À ses côtés, Dave et deux autres membres de son gang, visages cachés sous des casques de moto aux visières teintées, bloquaient la seule issue. « Personne ne bouge !» hurla Ryan, sa voix résonnant au-dessus des cris de surprise des patients et du personnel. « Pérez, montre-toi !»« Si je te vois pas dans 10 secondes, je commence à tirer au hasard. » Depuis l'ombre du couloir, Javier apparut, son arme de service déjà en main. « Maurice, lâche ton arme! Le bâtiment est encerclé !»« Tu te trompes !» répliqua Ryan avec un sourire tordu. « Tes hommes courent après des fantômes pendant que moi, j'ai le pouvoir réel. » Il agita le détonateur. « J'ai piégé la conduite de gaz à l'extérieur. Un seul appui sur ce bouton, et on part tous en fumée, ta famille y compris. » Autour d'eux, les patients et les soignants se jetaient au sol, cherchant à se mettre à l'abri. Certains tentaient désespérément d'appeler de l'aide. Sarah serrait Lilia contre elle, faisant rempart de son propre corps, pendant que Javier analysait la situation. La distance était trop grande pour tirer avec précision, et la présence de civils rendait toute tentative trop risquée. « Qu'est-ce que tu veux, Ryan ?» demanda Javier, l'arme toujours pointée sur celui qui avait jadis été son collègue. « J'ai besoin d'entrer dans la salle des scellés pour les diamants de l'affaire Johansson. Considère ça comme ma retraite. » Le visage marqué de Ryan se déforma en un rictus sinistre. « Tu vas appeler le commissariat, désactiver la sécurité actuelle et m'apporter les clés et les codes. » « Et si je refuse ?» Les yeux de Ryan se tournèrent vers Sarah et Lilia. « Alors elles deviennent ma garantie. J'emmène ta famille avec moi jusqu'à ce que je sois hors de danger. C'est toi qui décides, partenaire. » Une vague de colère glaciale traversa Javier, même si son visage resta impassible. « Tu crois vraiment que tu vas t'en sortir ? » « J'en suis sûr, parce que t'es trop tendre, Javier, toujours à penser aux autres avant toi. » ricana Ryan, pointant son arme vers Lilia. « Là, t'es en train de te demander si tu peux me tirer dessus avant que j'appuie sur ce bouton, mais tu vas hésiter. C'est pour ça que j'ai toujours été le meilleur flic. » Pendant ce moment de tension, Tyson restait immobile, près de Lilia, sa formation de chien policier évidente. Il attendait un signal, les oreilles dressées, les muscles tendus,
les yeux fixés sur Ryan. Collée contre sa mère, Lilia sentait la force retenue de Tyson à travers sa main enfouie dans sa fourrure. Grandir dans un monde trop bruyant et trop lumineux avait aiguisé chez Lilia une grande attention aux détails. Malgré sa peur, elle remarqua un élément crucial. Le doigt de Ryan n'était pas vraiment posé sur le détonateur. L'appareil ressemblait à une télécommande de garage, grossièrement peinte en noir. Son père lui avait appris l'art du bluff lors de leur partie d'échecs. Et soudain, elle comprit. Ryan mentait. Lilia chuchota d'une voix pressante à l'oreille de sa mère. « Le méchant fait semblant. Ce bouton est faux. » Le regard de Sarah s'illumina, mais elle garda son calme, recollant les pièces du puzzle en silence. Son expérience en médecine d'urgence l'aidait à percevoir des signes que Javier pouvait ignorer sous la pression. Elle repéra les pupilles dilatées de Ryan, ses mouvements nerveux, des signes clairs de consommation de stimulants, probablement de la méthamphétamine, rendant son comportement instable et dangereux. Avec une clarté froide, Sarah lança « Javier, il est sous l'effet de drogue, ça ressemble à de la meth !» À ces mots, Ryan tourna brusquement la tête vers Sarah, le visage déformé par la rage. « La ferme, encore un mot et… » Cette brève diversion était exactement ce dont Javier avait besoin. « Tyson, protège !» cria-t-il d'une voix ferme. Le berger allemand bondit instantanément, un éclair de puissance et de précision traversant la pièce. Alors que Ryan tentait de lever son arme vers le chien qui approchait à toute vitesse, Tyson était déjà en l'air. Les 70 kilos de muscles parfaitement entraînés le percutèrent de plein fouet, le projetant en arrière à travers les portes des urgences, l'arme et le faux détonateur volant loin de lui. À l'intérieur, ce fut le chaos. Dave et les membres du gang réagirent. Javier se jeta sur Dave avant qu'il ne puisse sortir une arme cachée. « Police! À terre !» hurla-t-il, luttant avec l'homme massif au milieu d'une foule paniquée cherchant à se mettre à l'abri. Dehors, Tyson maintenait fermement Ryan au sol, ses mâchoires serrées autour du bras de l'homme avec une force calculée, assez pour l'immobiliser sans le blesser grièvement. Ryan se débattait, assénant des coups sur les flancs du chien, mais Tyson, habitué à endurer douleur et distraction, ne lâchait rien. Grâce à sa prise tenace et au poids stratégique de son corps, il gardait Ryan totalement maîtrisé. « Dégagez ce chien de moi !» hurla Ryan, sa voix résonnant tandis que le sang s'échappait d'une morsure sur son bras, ses gestes frénétiques trahissant la panique. Pendant ce temps, à l'intérieur, les autres membres des Reapers se retrouvèrent coincés alors que l'équipe de sécurité de l'hôpital, armes au poing, avançait sur eux. Comprenant que toute résistance était inutile, ils levèrent les mains en signe de reddition. Non loin de là, Javier, qui venait de neutraliser Dave avec une clé de bras, leva les yeux vers l'entrée où Tyson tenait toujours Ryan en respect, malgré ses tentatives désespérées de se libérer. « Sarah, emmène Lilia dans un endroit sûr !» ordonna-t-il en menottant Dave avant de se précipiter vers les portes. Dehors, le chaos s'intensifia. Dans un brouillard causé par les drogues, Ryan réussit à saisir un couteau dissimulé dans sa botte avec sa main libre. Au moment où Javier arriva à l'extérieur, il aperçut la lame s'abattant vers le flanc de Tyson. « Tyson, lâche !» cria-t-il en dégainant son arme. Le chien obéit immédiatement, se jetant de côté, mais la lame effleura son dos, projetant du sang sur le béton. Le berger chancela, déséquilibré par la blessure, et Ryan en profita pour se relever d'un bond. « C'est fini pour toi, Maurice !» déclara Javier, son arme pointée droit sur son ancien partenaire. Au sol, Ryan, couvert de sang et d'ecchymose, serrait toujours son couteau. « Tu tireras pas, Javier, t'as pas ce qu'il faut dans le ventre. »« Essaye pour voir, » répondit Javier, sa voix glaciale. « Tu menaces ma famille, je ferai tout pour les protéger. » Un silence pesant s'installa. Les deux anciens collègues se dévisageaient, l'un debout, prêt à défendre les siens, l'autre animé par la haine et le désespoir. Soudain, Ryan jeta un regard vers Tyson, qui peinait à se relever malgré le sang coulant de sa blessure. « Ce chien aurait dû être abattu depuis longtemps !» cracha-t-il, puis il se rua sur l'animal, le couteau levé.
Javier n'hésita pas. 2 coups de feu retentirent, leur écho déchirant le parking de l'hôpital. Ryan s'effondra en pleine course, la lame tombant tout près de lui. Il resta immobile, une flaque de sang s'étendant sous lui, tandis que Javier s'approchait, arme toujours en main. « Besoin d'assistance! Tir confirmé! Suspect à terre !» annonça-t-il dans sa radio. Il donna un coup de pied dans le couteau pour l'écarter, puis vérifia le pouls de Ryan. Rien. Après avoir sécurisé son arme, Javier se tourna entièrement vers Tyson. Malgré sa blessure, le berger allemand restait debout, stoïque, sa formation reprenant le dessus même dans la douleur. Ce ne fut qu'au moment où Javier s'agenouilla à ses côtés que Tyson laissa enfin échapper un petit gémissement, reconnaissant la douleur qu'il avait stoïquement ignorée jusqu'à présent. « Bon chien !» murmura Javier, la voix empreinte d'émotion en pressant la plaie. « Le meilleur des chiens. On a besoin d'un vétérinaire !» cria-t-il en direction des portes de l'hôpital où le personnel commençait prudemment à sortir. « Agent blessé !» L'appel entraîna immédiatement un verrouillage de la zone par la sécurité de l'hôpital, tandis que Sarah accourait avec du matériel médical d'urgence. « Enlève ta main !» dit-elle d'un ton ferme, son expertise prenant le relais alors qu'elle examinait la blessure de Tyson. La coupure est profonde, mais elle a évité l'artère fémorale. Il a besoin d'une opération, mais on peut le transporter. Alors que l'urgence de la situation attirait de plus en plus d'attention, les sirènes de police se firent entendre au loin, se rapprochant rapidement alors que les renforts affluaient. La voiture du chef Green fut la première à arriver, pneus hurlant. Il sauta de son véhicule, arme au poing, qu'il abaissa aussitôt en constatant que le danger immédiat était écarté. « Le poste !» cria Javier vers lui, maintenant la pression sur la blessure de Tyson. Maurice visait la salle des scellés. Il a un complice à l'intérieur. Le chef Green acquiesça d'un hochement grave avant de passer des ordres rapides à la radio pour sécuriser le commissariat et vérifier la présence de tout le personnel. Alors que les agents prenaient le relais sur les lieux, Javier sentit une main douce se poser sur son épaule. Il se retourna et vit Lilia, le visage pâle mais stoïque, regardant Tyson avec inquiétude. « Il est blessé !» dit-elle simplement, la voix serrée par l'émotion. « Oui, ma chérie, mais maman dit qu'il va s'en sortir. Il faut l'emmener chez le vétérinaire tout de suite, » répondit Javier en essayant de la rassurer. Lilia s'agenouilla près de Tyson, sans prêter attention au sang qui tachait son jean, et caressa doucement la tête du berger. « Tu nous as sauvés, » lui murmura-t-elle. « C'est à notre tour de te sauver. » La clinique vétérinaire d'urgence, à la sortie de Willow Creek, était un bâtiment simple, sans charme particulier, mais doté de la technologie médicale nécessaire aux soins spécialisés. Javier portait Tyson dans ses bras, le sang du chien s'infiltrant à travers la veste de police enroulée autour de sa blessure. Sarah le suivait de près, guidant Lilia qui, malgré les larmes sur ses joues, faisait de son mieux pour rester courageuse. Dès leur arrivée, l'équipe de la clinique entra immédiatement en action. Des techniciens vétérinaires accoururent avec un brancard, tandis que la docteure Emily Wilson, vétérinaire en chef, sortait d'une salle d'examen. « Blessure par balle ?» demanda-t-elle d'un ton tranchant, ses yeux évaluant déjà l'état de Tyson pendant qu'on le posait sur le brancard. « Coup de couteau à la cuisse arrière droite », répondit Sarah d'une voix rapide et précise. Son expérience médicale se traduisait dans ces mots clairs. Environ 15 cm de lacération, atteinte des tissus profonds, perte de sang importante, mais aucune projection artérielle. Il est resté conscient et alerte tout du long. La vétérinaire hocha la tête en appliquant un bandage compressif tout en coordonnant les actions de son équipe. Analyse sanguine complète, pose de perfusion, 4 unités de sang canin prêtes à l'emploi. Agent Pérez, j'ai besoin que vous signiez les formulaires de consentement. Nous partons en chirurgie d'urgence. Javier resta un instant figé, la main posée sur la tête de Tyson. Le berger leva les yeux vers lui, un regard rempli de confiance malgré la douleur évidente. « Il va s'en sortir ?» demanda-t-il, la voix à peine audible. «
On va tout faire pour, répondit la Ray Wilson d'un ton ferme, mais un léger voile d'inquiétude perçait dans sa voix alors qu'elle observait les gencives pâles du chien et sa respiration de plus en plus difficile. Mais il faut opérer immédiatement. La perte de sang est critique et il pourrait y avoir des lésions internes qu'on ne voit pas encore. Alors que Tyson était transporté d'urgence vers la salle d'opération, Lilia échappa brièvement à l'étreinte de sa mère et courut jusqu'au brancard. « Attendez !» lança-t-elle d'une voix étrangement ferme qui força l'équipe médicale à s'arrêter. La Ray Wilson lui fit un signe de tête, lui accordant ce court instant. Lilia se pencha près de Tyson, caressant doucement son museau. « Tu dois te battre ?» lui souffla-t-elle avec intensité. « T'es le chien le plus courageux du monde et j'ai besoin que tu reviennes. » Malgré son état affaibli, Tyson trouva la force de lécher doucement sa main avant que l'équipe ne reprenne sa course vers le bloc opératoire. Les portes doubles se refermèrent dans un souffle, laissant la famille Pérez plongée dans un silence profond qui envahit toute la salle d'attente. « Il t'a entendu », murmura Javier en s'agenouillant près de sa fille. « Tyson est un battant, il ne va pas lâcher comme ça. » Lilia acquiesça lentement, le regard fixe, son esprit jeune mais lucide, analysant la situation avec sérieux. « Il a perdu beaucoup de sang, » dit-elle d'un ton calme, presque clinique, mais empreint d'inquiétude. « Le couteau est allé très profondément. J'ai vu les fibres musculaires. » Sarah s'approche, posant une main rassurante sur l'épaule de sa fille. « Tu as raison, ma chérie. C'est une blessure grave, mais Tyson est entre de bonnes mains. La Ray Wilson est la meilleure chirurgienne vétérinaire de la région. » Bah. L'horloge de la salle d'attente égrenait lentement les minutes, qui se transformèrent en heures. Le chef Green finit par revenir avec des nouvelles. Le complot visant le poste de police avait été déjoué. Un sergent de permanence nommé Matthews avait avoué sa complicité avec Ryan Morris. Les derniers membres des Black Reapers étaient désormais sous les verrous et Brian Taylor collaborait pleinement à l'enquête. « Le maire est en pleine panique », confia Green à Javier à voix basse. « L'implication de son fils est une catastrophe politique. Mais il veut réparer les choses. Il a accepté de couvrir tous les frais médicaux de Tyson en signe de bonne foi. » Javier hocha la tête distraitement, le regard toujours fixé sur Lilia. Elle était assise, immobile sur sa chaise, le dos droit, les mains crispées sur ses genoux. Elle affrontait tant bien que mal une surcharge sensorielle typique dans ce genre d'environnement. Les néons aveuglants, l'odeur âcre du désinfectant, les bruits stridents d'animaux blessés. Autant de stimuli agressifs qu'elle avait du mal à filtrer, mais qu'elle supportait en silence, les yeux fixés sur la porte du bloc opératoire. « Il doit rentrer à la maison », dit-il à Sarah. « Tout cela devient trop éprouvant pour elle. » Sarah secoua la tête. « J'en ai déjà parlé. Elle ne veut pas partir tant qu'on n'est pas sûr que Tyson est en sécurité. » En entendant son nom, Lilia releva brusquement la tête. « Je ne vais nulle part », déclara-t-elle avec détermination. « Tyson ne m'abandonnerait jamais. » Après 4 heures éprouvantes de chirurgie, la docteure Wilson sortit du bloc opératoire, sa tenue tachée de sang, les épaules affaissées par la fatigue. La famille Pérez se leva d'un seul mouvement, l'angoisse lisible sur leur visage alors qu'ils guettaient le moindre signe dans son regard. « L'intervention a été plus compliquée que prévu », commença la docteure en retirant sa Charlotte. « La lame a causé de sérieux dégâts. Elle a sectionné plusieurs muscles importants, frôlé l'artère fémorale et même fissuré légèrement le fémur. » Javier sentit l'angoisse monter. « Est-ce qu'il est toujours en vie ?»« Oui, » répondit-elle d'un ton grave, « mais son état est critique. Nous avons pu réparer l'artère et lui avons transfusé 4 poches de sang. Les muscles étaient gravement déchirés. J'ai dû poser plus d'une centaine de points de suture interne pour reconnecter les tissus. Les prochaines 24 heures seront déterminantes. »« On peut le voir ?» demanda doucement mais fermement Lilia. La docteure Wilson hésita, jetant un regard vers Sarah. « Il est sous forte sédation et branché à de nombreux appareils. Ce sera difficile à voir. »
S'il vous plaît, intervint Lilia, ce qui était rare venant d'elle, peu habituée à s'imposer. Il a besoin de savoir qu'on est là. La docteure Wilson réfléchit un instant, puis acquiesça. Il est en salle de réveil. Les lumières de la salle de réveil étaient tamisées, créant une ambiance calme, seulement troublée par le bip régulier des moniteurs. Tyson reposait sur une table matelassée, sa carrure imposante semblant soudainement réduite sous une couverture thermique. Un tube respiratoire était inséré dans sa bouche et plusieurs perfusions lui administraient des fluides, des antibiotiques et des antidouleurs. Sa jambe, récemment opérée, était épaissement bandée et surélevée sur un coussin. Lilia s'approche de la table, oubliant pour une fois sa sensibilité habituelle aux stimulations, concentrée uniquement sur Tyson. Elle posa délicatement sa petite main sur sa tête, veillant à ne pas déranger la perfusion dans sa patte avant. « Je suis là », murmura-t-elle, sa voix résonnant doucement dans la pièce paisible. « Tu as réussi, Tyson. Tu m'as protégé. Maintenant, c'est à toi de guérir. » Les bips des machines restaient réguliers, mais Tyson ne bougeait pas. L'ancien chien policier puissant étant devenu une silhouette fragile, livrant un combat pour survivre. La docteure Wilson ajusta les paramètres du moniteur et vérifia la perfusion. « Ces constantes sont stables pour l'instant », annonça-t-elle calmement, « mais il reste en danger. Les prochaines heures seront décisives. » « Quelles sont ses chances ?» demanda Javier, une question qui le hantait depuis leur arrivée. L'expression habituellement froide de la docteure Wilson s'adoucit, laissant place à plus d'empathie. S'il survit cette nuit, ses chances s'améliorent nettement. Tyson était en excellente forme, et encore jeune avant tout ça. Mais je dois être honnête, les blessures sont graves. Même avec une bonne récupération, il se peut qu'il ne retrouve jamais complètement l'usage de cette patte. Le poids de ses paroles s'installa dans la pièce. Un chien policier. Même à la retraite, s'il ne peut plus courir ou sauter correctement, c'est comme s'il perdait une partie essentielle de ce qu'il est. Mais tu veux dire qu'il pourrait être... Lilia hésita, cherchant le mot juste, luttant pour concilier la réalité avec son émotion. « Handicapé », proposa doucement la docteure Wilson. « Oui, c'est possible. Il faut se préparer à cette éventualité. Le fémur va se ressouder, mais les lésions musculaires pourraient causer une faiblesse permanente ou limiter ses mouvements. » Lilia hocha la tête, intégrant l'information avec la simplicité directe qui la caractérisait. « Ce n'est pas grave, » conclut-elle enfin. « Il n'a plus besoin de courir après les méchants. Il doit juste être Tyson. » La douceur et l'acceptation dans la voix de Lilia tirèrent des larmes inattendues à Javier. Il posa sa main près de la sienne sur la tête de Tyson, caressant la fourrure du berger qu'il connaissait si bien. « La docteure Wilson a raison », dit Sarah, son instinct médical la poussant à préparer sa fille au chemin difficile qui les attendait. Même si Tyson s'en sort, la récupération sera longue et éprouvante. Il ne sera peut-être plus le chien dont tu te souviens. « Mais il sera toujours Tyson », répondit Lilia avec assurance. « Comme je suis toujours Lilia, même les jours où ma tête fonctionne autrement. » Au fil de la soirée, l'état de Tyson se détériora. Sa fièvre monta en flèche malgré les tentatives pour la faire baisser et sa tension chuta à des niveaux inquiétants. La docteure Wilson administra d'autres traitements, son visage devenant de plus en plus grave en observant les constantes. « Il développe des complications », annonça-t-elle à Javier et Sarah pendant que Lilia somnolait difficilement sur une chaise voisine. Les dégâts importants au tissu ont déclenché une réponse inflammatoire généralisée. Son corps est en train de se retourner contre lui-même. « Que peut-on faire ?» demanda Javier, la voix brisée par l'urgence. « Nous faisons tout ce qui est médicalement possible », répondit la docteure Wilson. « Maintenant, c'est entre les pattes de Tyson. » À 3 heures du matin, la situation devint critique. Le rythme cardiaque de Tyson devint irrégulier, le moniteur affichant des arythmies alarmantes tandis que son taux d'oxygène chutait brutalement. L'équipe vétérinaire se mobilisa immédiatement, administrant des médicaments d'urgence pendant que la docteure Wilson effectuait des compressions thoraciques. « Il fait un arrêt !»
cria un assistant vétérinaire en ajustant l'alimentation en oxygène. Réveillée par le bruit, Lilia fut instantanément sur pied. Avant que ses parents n'aient le temps de réagir, elle entra discrètement dans la salle de soins, les yeux grands ouverts, observant l'équipe qui luttait désespérément pour sauver Tyson. « Ne nous quitte pas », murmura-t-elle doucement, ses paumes appuyées fermement contre la vitre. « Reste avec nous, Tyson. » Pendant les 3 minutes angoissantes qui suivirent, la docteure Wilson et son équipe s'activèrent pour ramener Tyson du bord du gouffre. Peu à peu, les médicaments d'urgence firent effet et les bips irréguliers du moniteur cardiaque retrouvèrent un rythme plus stable. La docteure Wilson s'écarta, essuya la sueur sur son front et consulta les dernières constantes. « Il est stabilisé », annonça-t-elle, sa voix teintée d'un optimisme prudent. Ses signes vitaux se régularisent. Lilia restait là, les mains plaquées contre la vitre, comme si elle tentait de se connecter à Tyson par la seule force de sa volonté. Javier et Sarah, épuisés par les événements de la nuit, se soutenaient en silence juste derrière elle. « Est-ce qu'il va aller mieux maintenant ?» demanda Lilia, la voix tremblante, cherchant désespérément des certitudes au milieu du chaos émotionnel. La docteure Wilson s'approcha de la famille, son attitude habituellement clinique adoucie par l'empathie. Il est revenu de très loin, ce qui est un signe extrêmement positif. Son corps réagit bien, il montre une grande résistance. C'est un tournant important, mais son état reste critique. Les prochaines heures seront décisives. Alors que les premières lueurs de l'aube révélaient les contrastes nets de Willow Creek, le chef Green fit son apparition, un dossier Manila à la main. Son visage grave trahissait l'urgence de la situation. Il demanda à parler en privé avec Javier. Les 2 hommes s'éloignèrent dans une petite salle de consultation, laissant Sarah et Lilia auprès de Tyson. « J'ai approfondi mes recherches sur le passé de Maurice », commença Green en ouvrant le dossier pour révéler des fiches de personnel et des résumés de dossiers. « Il y a quelque chose d'important que tu dois savoir, Javier. Cette affaire remonte bien plus loin qu'on ne le pensait. » Javier se pencha, la fatigue momentanément mise de côté alors qu'il examinait les documents. « Qu'est-ce que je suis en train de lire ? Voilà le dossier de Maurice avant son arrivée à Willow Creek, » expliqua Green en désignant les informations. « Regarde son passage à l'unité canine du comté, il y a 7 ans. » Alors que Javier tournait les pages, son esprit tentait lentement d'assembler les informations éparses, malgré la fatigue qui brouillait encore son jugement. Puis il s'arrêta, les yeux écarquillés, en relisant un passage particulier, l'incrédulité montant en lui. « C'est exact. Maurice était le premier partenaire de l'agent Reyes ?» Green hocha la tête avec gravité. « Oui, il formait une des meilleures équipes K9 pendant 3 ans, jusqu'à ce que Maurice soit muté après une audience disciplinaire. Reyes avait témoigné contre lui pour usage excessif de la force lors d'une arrestation. Même si Maurice a finalement été blanchi, il a été transféré. Cette rancune l'a suivi pendant des années. Et ensuite, Reyes a eu Tyson. » La voix de Javier était basse, la compréhension s'installant peu à peu. « Donc, le partenaire qui a remplacé Maurice est devenu une figure respectée avec le meilleur chien de l'unité ?»« Exactement, » confirma Green. « Maurice nous a rejoints 1 an après sa réaffectation et n'a jamais parlé de son passé avec Reyes. Je pense que personne n'avait fait le lien avant mon enquête d'hier soir. En voyant Tyson avec Lilia aujourd'hui, il a reconnu le chien de son ancien rival, » conclut Green. « Ce n'était pas seulement une vengeance personnelle contre toi, Javier. C'était un acte nourri d'une rancune profonde, une façon de régler de vieux comptes sur plusieurs fronts. » Javier s'adossa dans sa chaise, accablé par le poids de cette révélation. « J'ai toujours pensé que sa rancœur venait uniquement des accusations de corruption, mais ça, c'est beaucoup plus personnel. »« Il y a autre chose, » ajouta Green, en sortant une autre feuille de la pile. « Tu te souviens de l'opération dans l'entrepôt, là où Reyes est mort ?
C'est Maurice qui dirigeait l'opération. C'est lui qui avait fourni les informations. La révélation frappa Javier comme un coup de poing. Tu penses que Maurice les a piégés? C'est troublant. La fiabilité de ces renseignements avait été mise en doute, mais aucune preuve solide n'avait été trouvée à l'époque. Aujourd'hui, on rouvre le dossier, répondit Green, le visage marqué par l'inquiétude. Il est possible que Maurice ait joué un rôle dans la mort de Reyes et donc aussi dans le traumatisme subi par Tyson. Leur discussion intense fut interrompue par un coup frappé à la porte. Un jeune officier entra, manifestement mal à l'aise. « Chef, la perquisition chez Maurice. On a trouvé quelque chose. Ça pourrait être important. » Il tendit un vieux carnet en cuir, visiblement un journal personnel de Maurice. Green le feuilleta rapidement, s'arrêtant à une page marquée d'un onglet rouge. Il lut en silence un instant, puis le tendit à Javier, lui indiquant de lire. Green murmura « C'est daté d'il y a 2 ans, quand ils avaient décidé d'euthanasier Tyson parce qu'il n'avait pas réussi ses tests de rééducation. » En parcourant la page, Javier sentit un frisson glacial l'envahir en lisant les mots griffonnés par Maurice. Le fameux chien de Reyes a enfin épuisé sa chance. Après l'incident avec le concierge, Dave a organisé l'élimination du pauvre animal. Ironique qu'il soit condamné pour les mêmes comportements agressifs qu'ils m'ont reprochés. Il était temps. J'ai fait en sorte que les tests de rééducation échouent. Un jeu d'enfant avec mes contacts au centre d'entraînement. Aucun chien lié à Reyes ne mérite de vivre, surtout pas son précieux K9. Maurice a truqué les tests de Tyson, murmura Javier, un mélange d'horreur et de colère bouillonnant en lui. Il voulait à tout prix qu'il échoue. Si votre famille n'était pas intervenue, il aurait réussi. Green acquiesça gravement. Il ne s'agissait pas seulement d'un chef de gang qui s'en prend à la famille d'un flic, Javier. C'était une rancune profonde qui durait depuis des années. Alors qu'ils tentaient d'assimiler ce nouveau choc, un autre coup à la porte interrompit leurs pensées. La docteure Wilson apparut, le visage impassible. « Agent Pérez, quelqu'un est ici pour vous parler de Tyson. Il dit que c'est urgent. » Javier échangea un regard avec Green, puis suivit la docteure jusqu'à l'accueil. Un homme d'une 50aine d'années y était assis, la tête baissée. Lorsqu'ils approchèrent, il releva la tête, dévoilant un visage marqué par l'épuisement et un profond regret. « Agent Pérez, » dit-il en se levant et en tendant la main. « Je suis Mark Stevens. J'ai quelque chose d'important à vous dire au sujet de votre chien. » Javier se raidit, sur ses gardes. « Qu'est-ce que vous savez sur Tyson ?»« C'est moi qui l'ai sauvé, » répondit Stevens, la voix chargée d'émotion. « J'étais présent lors de l'opération dans l'entrepôt où l'agent Reyes a perdu la vie. J'étais là. » Green intervint, le ton méfiant. « Monsieur Stevens, êtes-vous en train d'avouer avoir participé à cette opération ?»« Non, » assura Stevens en secouant la tête avec fermeté. « J'étais agent infiltré de la DEA, intégré au cartel qui utilisait cet entrepôt. Quand les choses ont dégénéré, je ne pouvais pas compromettre ma couverture, mais je ne pouvais pas non plus rester spectateur. » Sa voix se brisa légèrement. « C'est moi qui ai passé l'appel anonyme, qui a permis d'envoyer des renforts sur place. Et j'ai réussi à empêcher les hommes du cartel de tuer le berger allemand alors qu'il défendait son maître décédé. » Oh. Javier le fixa, bouleversé par ces révélations. « Vous avez tout vu. Vous avez vu ce qui est arrivé à Reyes. » Stevens hocha la tête, le visage assombri par la tristesse. Maurice transmettait des informations au cartel depuis des mois, trahissant les stratégies de la police contre de l'argent. Il leur a donné l'heure du raid et les noms des agents présents. C'était un piège, prévu depuis le début. « Pourquoi parler maintenant ?» demanda Green sèchement, sa main se rapprochant instinctivement de son arme. « À cause de ce que j'ai vu aux infos, à propos de l'hôpital, » répondit Stevens. « Je suivais Maurice depuis que j'ai quitté la DEA. Quand j'ai découvert que le même chien était impliqué, il s'interrompit un instant pour reprendre ses esprits. Je ne pouvais plus me taire. Ce berger m'a aussi sauvé la vie.
Il avait déjà neutralisé un des tireurs, et alors qu'un autre s'apprêtait à me tirer dessus pendant que je courais vers Reyes, Tyson est intervenu. Il aurait pu m'attaquer, mais on aurait dit qu'il savait que je ne représentais aucun danger. Javier ressentit un léger vertige, alors que la gravité du récit de Stevens s'imposait à lui. Tyson n'avait pas simplement protégé Reyes durant le raid. Il avait su par lui-même distinguer les véritables menaces. « C'est le chien policier le plus extraordinaire que j'ai jamais rencontré », affirma Stevens. En 20 ans de travail sous couverture, avec de nombreux chiens des forces de l'ordre, aucun n'avait ses capacités intuitives. Il plongea la main dans sa poche et en sortit une photo usée qu'il tendit à Javier. J'ai extrait cette image des caméras de surveillance de l'entrepôt avant l'arrivée des renforts. Je l'ai gardée toutes ces années comme preuve de forme de bravoure souvent ignorée. La photo floue montrait Tyson, campé de manière défensive au-dessus du corps inerte de Reyes, le pelage taché de sang, les crocs découverts dans un grognement de protection face à un assaillant. Derrière des caisses, on distinguait partiellement une silhouette, probablement Stevens, partagée entre la nécessité de rester caché et celle d'intervenir pour aider l'agent blessé et son fidèle compagnon. Tyson n'a pas échoué au test de rééducation à cause d'un traumatisme ou d'une agressivité incontrôlée, reprit Stevens d'une voix douce. Il a échoué parce qu'il ressentait quelque chose d'anormal chez les évaluateurs. Maurice avait entraîné des chiens comme lui à détecter les mensonges, les intentions cachées. Ce qui ressemblait à de l'agressivité, c'était en réalité lui, continuant à faire son travail, se méfiant de menaces invisibles pour les autres. Dans la salle de réveil, comme s'il percevait les révélations sur son passé, Tyson bougea légèrement. Ses paupières battirent doucement, puis il ouvrit les yeux et regarda faiblement Lilia, qui était restée fidèlement à ses côtés. Les moniteurs montrèrent une amélioration discrète mais nette de ses constantes vitales. « Il montre des signes d'amélioration », nota la Dr Wilson avec un espoir prudent en observant ces données. « Sarah !» cria Javier en se précipitant dans la salle de réveil, suivi de près par Green et Stevens. En entrant, les yeux de Tyson s'ouvrirent complètement. Un éclair de reconnaissance traversa son regard lorsqu'il aperçut Javier. Sa queue s'agita faiblement sous la couverture, un petit mouvement mais porteur d'un message clair. Il les reconnaissait. « Il s'en sort », déclara Lilia, sa voix remplie d'une confiance inébranlable, tout en caressant tendrement la tête de Tyson. « Il sait qu'on est là pour lui. » 2 semaines s'étaient écoulées depuis la confrontation avec Ryan Morris, et la vie à Willow Creek reprenait peu à peu son cours. Le commissariat local, désormais sous étroite surveillance après la révélation de faits de corruption en son sein, connaissait une profonde réorganisation sous la direction ferme du chef Green. Le gang des Black Rippers avait été démantelé grâce aux témoignages détaillés de Michael Reynolds et à la coopération de Brian Taylor. En raison de l'implication de son fils, le maire lança une initiative communautaire de réinsertion destinée aux jeunes en difficulté et aux anciens combattants, financée généreusement par sa fortune familiale. Chez les Pérez, le salon avait été transformé en espace de convalescence pour Tyson. Grâce à un don d'une association de soutien aux vétérans, un lit orthopédique spécialement conçu occupait désormais la place centrale de la pièce, positionné de façon à ce que le berger en convalescence puisse facilement voir la porte d'entrée et le jardin à travers les grandes fenêtres. Une table voisine était soigneusement rangée avec les essentiels médicaux, antibiotiques, antidouleurs et pansements propres pour les soins quotidiens. Javier rentra chez lui après sa journée de travail. Son insigne sur la poitrine lui paraissant étrangement différent depuis les récents événements. L'enquête des affaires internes sur la corruption prolongée de Ryan Morris avait blanchi Javier et révélé au grand jour la trahison de son ancien coéquipier. Les diamants de l'affaire Johansson étaient désormais enregistrés et entreposés en toute sécurité, chaque détail du plan de Morris pour les voler étant consigné dans les documents du procès. « Comment va notre patient aujourd'hui »
demanda Javier en posant ses clés et en s'agenouillant près du lit de Tyson. Le berger allemand releva la tête et remua la queue contre le coussin avec une énergie croissante de jour en jour. Bien qu'il ait encore besoin d'aide pour se lever, ses yeux brillaient d'une vigilance retrouvée, celle-là même qui faisait autrefois de lui un cas neuf d'exception. Il a fini son déjeuner pour la première fois aujourd'hui, annonça Sarah en sortant de la cuisine avec une carafe de thé glacé. Et la docteure Wilson vient d'appeler avec les derniers résultats. Les marqueurs d'infection sont revenus à la normale et les tissus musculaires guérissent bien. « C'est bien, mon garçon », murmura Javier avec tendresse en lui grattant derrière les oreilles. Tout près, Lilia était assise en tailleur près du lit, révisant ses fiches de leçons à domicile. Suite au récent bouleversement, l'école avait accepté une organisation spéciale d'apprentissage à distance, comprenant que séparer Lilia de Tyson pendant sa convalescence pouvait nuire à la guérison des deux. Le lien qui les unissait aidait non seulement Lilia à surmonter les traumatismes psychologiques de l'épreuve, mais jouait aussi un rôle essentiel dans la récupération de Tyson. « Papa » appela Lilia sans quitter ses cartes des yeux. « Monsieur Stevens arrive à 16h. Il apporte le harnais spécial. » Javier jeta un œil à sa montre. « C'est dans 20 minutes. Je vais me rafraîchir. » Mark Stevens, qui avait quitté les forces de l'ordre après son témoignage capital sur le raid de l'entrepôt et la corruption liée à Maurice, avait depuis réorienté ses compétences vers le dressage de chiens de service et de thérapie, se consacrant notamment à la réhabilitation de chiens blessés en service comme Tyson. Lorsqu'il arriva, il apporta avec lui un harnais de soutien sophistiqué, spécialement conçu pour les chiens souffrant de blessures aux pattes arrière. Ce harnais a été développé à l'origine pour les chiens militaires blessés sur le terrain, expliqua Stevens en l'ajustant soigneusement autour de Tyson. Il offre un soutien modulable, permettant au chien de retrouver peu à peu ses forces en suivant ses propres mouvements naturels. Tyson observa le processus avec un calme serein, sa confiance envers Stevens grandissant à chaque session. Désormais visiteur régulier chez les Pérez, Stevens s'était révélé précieux non seulement pour son expertise en rééducation canine, mais aussi pour sa compréhension profonde du traumatisme vécu par Tyson lors du raid. Une connexion sincère s'était nouée entre l'homme et le chien, nourrie par une expérience partagée du danger et de la résilience. « On essaie de se lever, mon grand ?» demanda doucement Stevens à Tyson, avec le ton respectueux d'un camarade. Javier saisit un côté du harnais pendant que Stevens prenait l'autre. Avec un transfert de poids prudent, la patte blessée de Tyson trembla légèrement sous l'effort, mais il parvint à se redresser, principalement appuyé sur ses 3 pattes valides, tandis que le harnais soutenait la 4e en convalescence. « Excellent travail !» félicita Stevens, surveillant attentivement la posture de Tyson. Il commence à mieux répartir son poids. Lilia, qui observait avec attention, analysa les mouvements de Tyson. « Son tonus musculaire s'améliore », commenta-t-elle, remarquant chaque détail avec précision. « Il pose 7% de poids en plus sur sa patte blessée par rapport à hier », ajouta-t-elle, son esprit vif détectant les signes subtils de progrès que d'autres auraient pu manquer. « Exactement », répondit Stevens avec un sourire impressionné. « Tu as vraiment l'œil, Lilia. » À ce moment-là, la sonnette d'entrée retentit de façon inattendue, poussant Tyson à vouloir s'y diriger instinctivement. Javier le retint rapidement, évitant toute tension inutile. « Doucement, mon grand. Je m'en occupe. » Sarah alla ouvrir la porte et découvrit le chef Green et Michael Reynolds sur le perron. Reynolds semblait métamorphosé par rapport à l'homme troublé que Javier avait rencontré quelques semaines plus tôt. Rasé de près, le regard clair, une posture militaire affirmée. Debout avec assurance, bien qu'il appuyât légèrement sur sa jambe gauche, il témoignait par sa seule présence des blessures persistantes du combat. « Désolé d'arriver à l'improviste », dit Green en entrant. « Michael voulait juste voir comment allait Tyson avant notre départ. »
Reynolds s'approcha du chien avec un profond respect, gardant une distance mesurée en s'adressant à Javier. Les anciens combattants ont approuvé mon transfert dans le programme résidentiel de traitement à Capitol City. Je pars demain matin. C'est une excellente nouvelle, répondit Javier avec chaleur. La décision de Reynolds de témoigner contre les Black Reapers avait été déterminante pour les faire tomber. Et grâce à sa coopération, le tribunal avait opté pour une réhabilitation plutôt qu'une peine de prison. « Combien de temps durera le programme ?» demanda Javier. « 6 mois, répondit Reynolds. C'est un programme complet. Thérapie pour le stress post-traumatique, traitement des addictions et ensuite une formation professionnelle. » Il marqua une pause, puis ajouta avec une lueur d'espoir dans la voix « Ils m'ont aussi accepté dans le programme d'apprentissage pour former des chiens d'assistance. Je vais apprendre à entraîner des chiens comme Tyson pour aider d'autres vétérans. » Au son de son nom, Tyson fixa Reynolds du regard, l'étudiant attentivement, comme s'il essayait de déterminer si l'homme devant lui était vraiment différent de celui qui autrefois avait fait partie de ceux qui menacèrent sa famille. Après un long moment, la posture tendue du berger s'adoucit. Il sembla accorder son approbation silencieuse, une reconnaissance discrète du changement en Reynolds. « Il sait que tu étais avec nous quand ça comptait, » dit Lilia, ses mots percutants, empreints de son habituelle honnêteté directe. Reynolds acquiesça lentement, pensif. « J'ai fait pas mal d'erreurs sur le chemin, mais ça, c'est une chose que j'ai bien faite. » Alors que la journée glissait doucement vers le soir, la maison des Pérez se remplit, contre toute attente, de visiteurs. La première à arriver fut la docteure Wilson, venue vérifier la cicatrisation de Tyson. Elle hocha la tête avec satisfaction en confirmant que tout évoluait bien. Puis ce fut Brian Taylor, visiblement mal à l'aise en franchissant le seuil, incité par son thérapeute à entamer un long chemin de réparation. Il tendit une plaque en bois sculptée à la main, en hommage au courage de Tyson. Javier la reçut avec une dignité silencieuse. Mais personne ne s'attendait aux derniers visiteurs. Les parents de Manuel Reyes entrèrent lentement dans la maison, leur présence empreinte de calme et de solennité. Le temps avait marqué leur visage, mais leurs gestes restaient empreints de douceur. Madame Reyes s'agenouilla auprès de Tyson, des larmes coulant librement sur ses joues alors qu'elle posait une main tremblante sur sa tête. « Nous devions venir quand nous avons appris, » dit-elle, la voix tremblante. « Savoir qu'après toutes ces années, le partenaire de Manuel est toujours là et continue de sauver des vies. » Monsieur Reyes s'approcha à son tour et tendit à Javier un collier en cuir usé, ses bords adoucis par le temps. Il le portait encore chiot quand Manuel a commencé à l'entraîner, dit-il avec douceur. On voudrait qu'il le récupère pour lui rappeler d'où il vient et tout ce qu'il a traversé. Alors que le crépuscule tombait sur Willow Creek, les derniers invités quittèrent la maison dans un silence respectueux, laissant derrière eux une atmosphère apaisée. À l'intérieur, la maison des Pérez retrouva son calme. Épuisé par l'intensité émotionnelle de la journée, Tyson reposait paisiblement sur son lit, sur mesure. Lilia était assise tout près, ses cahiers éparpillés autour d'elle sur le sol. Elle travaillait en silence, concentrée, une main posée sur le pelage de Tyson, ses doigts bougeant en rythme, machinalement, pour le réconforter. Depuis l'embrasure de la cuisine, Javier et Sarah observaient en silence, touchés par le lien silencieux entre leur fille et le chien, devenu bien plus qu'un simple gardien. La docteure Wilson a dit qu'il pourrait retrouver jusqu'à 80% de l'usage de sa patte, murmura Sarah, sa voix douce, pleine d'un espoir prudent, avec la bonne thérapie et du temps. Javier hésita, puis posa la question qui l'habitait en silence depuis l'attaque. « Et s'il ne retrouve pas tout ?» Sarah se pencha doucement vers lui, son sourire empreint de tendresse. « Alors, il restera exactement celui dont Lilia a besoin et dont nous avons besoin. Un membre de la famille, simplement avec 4 pattes au lieu de 2. » Tard dans la nuit, Javier fut tiré de son sommeil par le bruit léger de pas dans le couloir. Il sortit du lit sans un mot,
avançant prudemment pour vérifier. La chambre de Lilia était vide. Une brève inquiétude lui serra la poitrine, mais elle s'estompa aussitôt lorsqu'il aperçut sa fille recroquevillée au sol près du lit de Tyson, sa petite silhouette soulevée par le rythme profond du sommeil. Tyson était réveillé. Dans la pénombre, ses yeux se fixèrent sur ceux de Javier, et un silence chargé de sang s'installa entre eux, deux gardiens liés par une même promesse tacite. Javier ne la réveilla pas. Il se rendit dans sa chambre, prit une couverture, puis revint la déposer doucement sur sa fille endormie. La queue de Tyson s'agita faiblement, en signe d'approbation. Son regard disait ce que ses mots n'auraient jamais pu exprimer. « Je veillerai sur elle, toujours. » De retour dans son lit, Javier repensa au chemin sinueux qui avait mené Tyson dans leur vie. Une histoire née de la compassion, le jour où ils avaient choisi de donner une seconde chance à un chien policier brisé plutôt que de l'abandonner. En faisant ce choix, ils n'avaient pas seulement sauvé Tyson. D'une certaine manière, et sur les plans les plus essentiels, c'est lui qui les avait sauvés. Et dans le profond silence de leur foyer, enfin apaisé après tout ce qu'il avait traversé, Javier Pérez accueillit une vérité discrète qui s'installa doucement dans son cœur comme un murmure. Le vrai courage ne porte pas toujours un badge ou un uniforme. Parfois, il a des pattes, un corps marqué de cicatrices et des yeux qui ne cessent jamais de veiller, d'aimer, de protéger. Et dans ce lien silencieux entre une enfant et son gardien, vivait un attachement que ni la cruauté ni la douleur n'avaient pu briser. Un témoignage vivant de la force d'une confiance offerte librement et tenue avec une fidélité inébranlable. À mesure que nous vieillissons, nous cherchons ces moments qui nous ramènent aux vérités les plus profondes de la vie. L'histoire de Tyson et Lilia en fait partie. Elle nous rappelle que le courage peut prendre bien des visages, et parfois il ressemble aux yeux vigilants d'un protecteur à quatre pattes, dressé entre le danger et ceux que nous aimons. Comme Tyson, beaucoup d'entre nous portent des blessures invisibles, laissées par des combats désormais loin derrière. Et pourtant, en protégeant ce qui compte, nous retrouvons notre raison d'être. Le lien entre Lilia et son berger résonne en chacun de nous. Un lien qui parle sans mots et qui résiste même aux nuits les plus sombres. En regardant nos propres chemins, nous finissons par comprendre. Le véritable héroïsme n'est pas parfait. Il vit dans la force tranquille de continuer à tenir bon, à protéger, même quand on souffre. Puissions-nous tous emporter avec nous un fragment de la loyauté de Tyson dans nos relations et l'acceptation sincère de Lilia dans notre regard sur nous-mêmes et sur les autres. Car au fond, ce ne sont pas nos cicatrices qui nous définissent, mais l'amour que nous choisissons de donner, la protection que nous offrons et le courage de continuer à aimer, même lorsque c'est difficile. Merci d'avoir regardé l'histoire d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines histoires comme celle-ci. Cliquez sur j'aime et partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.